venez de vous actualiser, messieurs et dames amoureux de Webinfo, bonjour et bienvenue. En début, la ministre Nathalie Aziza Mounana, envoyée spéciale de la première ministre Judith Suminwa, est arrivée dans la province du Tanganyika pour apporter une assistance humanitaire aux déplacés de Goma et Bukavu, ainsi qu'aux sinistrés des pluies diluviennes. Suivez. Aéroport national de Kainda, Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, y est atterrie, où elle est accueillie au bas de l'avion par les gouverneurs de province du Tanganyika, Christian Kitungwa. Tour d'honneur, avant de remercier différentes couches sociales venues l'accueillir. Au nom de la solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana est venue apporter assistance humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, aux victimes des inondations dans la ville de Kalemi. Il y a quelques jours en arrière, Tanganyika a été frappé par les catastrophes humanitaires. Le gouverneur est venu rendre compte au président de la République et le président a pris la décision de me dépêcher. Il a instruit à notre Premier ministre, Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, elle m'a instruit de rentrer aujourd'hui avec le gouverneur pour venir me rendre compte de la réalité du terrain, pour voir dans quelle mesure le gouvernement central doit accompagner les victimes, les ménages qui sont touchés. Donc, j'ai tout un programme pour avoir une bonne réponse humanitaire. Après l'aéroport, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est descendue au village Kaengele faire le constat des dégâts causés par les pluies diluviennes suite au débordement de la rivière Rungumba. Plusieurs pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Mama Aziza, tunasikia furaha, kisanti mama. Tunataka kupona sasa, tunateseka baba. Tunapikia tena president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo makofi na tunamopenda tena pia kisi kunatukumbuka kwa makumu yote ya kututumia mama Aziza kuya kutuangalia kwa afere nya kuangalia social maisha yetu yuko chini. Antuka mpaka mutukumbuka kwa nyumba yote bilibomoka na maji. Tuku hivi chini na batoto. Deuxième site, l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. C'est une centaine de sinistrés qui ont besoin d'assistance humanitaire. La ministre Nathalie Aziza Mounana et le gouverneur Christian Kitungwa rassurent les sinistrés de la détermination du gouvernement. Mumuoneshe mbele mama ministre Aziza, furaha yenu ya kumuona hapa, mumuoneshe mikono. Siku ile mvula na mainondation ilipika hapa, nikamaliza na mwe, nikatoka directement naenda ku Kinshasa. Mimi nasema population yangu ya Tanganyika iweze kuteseka hivi, haina vile. Mitapenda kumupikia chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aksanti. Tunamupikia aksanti sana. Tulienda mara moja kumuona na yeye anatujibia mara moja. Mama Aziza huyu hapa, haina vile. Mitamwachia mama yangu ministre national wa affaires sociales, mama Aziza Mounana, sauti. Parce que pale aliona maimage ananyambia miye paka nifike Tanganyika ali défendre dossier yenu ku conseil des ministres. Mumupige kwanza mikono. Batoto ya Tanganyika, jambo yenu. Batoto ya Kalemi, jambo yenu. Mina milomba kitu kiboya tu. Mukwe na mkumbuka president wetu, rais wetu mumaombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paske eko na roho mzuri, anapenda bakongomani bote. Analia na wale wanalia. Anafurahi na wale wanafurahi. Iko na social muro yake ndani. Kupata president iko na mashikio kwa batoto yake. Munangara mumuda kiloko, minafika. Munafurahi bien mufurahi. Après les pluies diluviennes du 5 au 6 mai 2025 à Kalemi, plusieurs morts ont été enregistrés et des pertes matérielles.
Dans ces actualités, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, accompagné du ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a présidé une réunion tripartite entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, les comités de gestion de l'ONATRA et l'intersyndical. Dans cet établissement public, suivez les détails. C'est la délégation syndicale qui avait posé son problème parce que nous avons des difficultés au sujet du paiement des salaires des travailleurs, ainsi que problème pour la libération des comptes pour les retraités. Étant donné que l'entreprise est en difficulté, nous sommes venus au niveau du ministre des Transports pour essayer de discuter, de trouver des voies et moyens pour faire face à cette situation. Et donc on a pu discuter avec les deux ministres qui étaient présents et nous avons fait des propositions à ce sujet et nous pensons que d'ici là, les choses vont aller de mieux en mieux. Comme vous savez que les entreprises comme les nôtres ont déjà atteint leur cycle. Nous sommes des entreprises qui sont pratiquement amorties. L'outil de production est à renouveler, les infrastructures sont à renouveler. Nous sommes des entreprises à infrastructure. Et ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'accompagnement de l'État propriétaire. Et étant donné que nous n'avons pas, depuis plusieurs années, renouvelé notre outil de production, les revenus ne sont plus capables de couvrir nos charges fixes, notamment les salaires, les paiements de décompte final de nos vaillants travailleurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ici. C'est ainsi qu'autour du gouvernement aujourd'hui, les représentants bien sûr, nous attendons en train de réfléchir, comme le PCA vient de le dire, sur des voies et moyens comment sortir de cette difficulté-là. Déjà, nous remercions le gouvernement puisqu'ils ont permis qu'on mette en place les fonds sociaux qui permettra à ce que nous puissions lever les fonds, le PCA l'a dit, auprès des banques pour libérer tous nos papas et nos mamans qui ont longuement souffert ici et mettre en valeur le reste de l'entreprise en faisant éponger notre créance auprès de l'État. N'oubliez pas que l'État congolais, c'est notre client à plus de 45%. Les recettes que l'ONATRA fait, 45% proviennent de l'État. Mais cette créance-là n'est pas payée. C'est ainsi que nous avons proposé au gouvernement, afin de pouvoir soulager les agents, que nous puissions saucissonner cette créance dans des montants, dans des proportions qui permettent à l'État aussi de respirer, puisque nous connaissons les difficultés actuelles du pays avec tout ce que nous connaissons comme des guerres et consorts. Donc, ce sont des propositions comme ça qui vont faire en sorte que la sommation des petites sommes permette à ce que l'ONATRA retrouve ses équilibres et assure la paix sociale et son développement au même moment. C'est une grande réunion tripartite sur les institutions du chef de l'État et des propositions étaient faites. Ici, le gouvernement a pris à compte notre proposition et dans les jours qui viennent, les dispositions sont en cours. Donc, la route à suivre est indiquée. Nous sommes très satisfaits. Premier point, c'était présenter au gouvernement le plan directeur, le plan de relance pour reprise des trafics fluvial, ferroviaire, aussi la protection de notre patrimoine immobilier, puis la récupération de toutes les maisons. Deuxième, c'est le dossier des salaires. Je crois que je me réserve de donner le détail parce que les dispositions sont en cours et pour les actifs, pour les retraités. Donc, il y a des propositions faites par la direction générale, aussi par les bases syndicales et le gouvernement pris à compte. Et nous sommes très satisfaits. C'est aussi l'occasion de remercier le chef de l'État, aussi bien la Première ministre, parce que les institutions du président de la République, nous voici maintenant vers une solution. Que dit la justice? Notre Cour constitutionnelle a pris une tendance dangereuse à s'octroyer un pouvoir d'interprétation plus large, a déclaré le député national et constitutionnaliste Paul Gaspard. Il est dans cet élément. Pour un peu rappeler alors des collègues qui avaient ouvert ce débat. Je voyais que ça allait un peu dans tous les sens, mais j'ai rappelé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 152 de la Constitution, 151, j'ai oublié,
qui nous interdit, nous, de commenter les décisions de justice. Nous ne sommes pas là pour résoudre des litiges d'ordre juridictionnel, ni d'ailleurs pour nous opposer à l'exécution des décisions de justice. Mais nous sommes politiques, nous sommes ceux qui élaborent la loi, nous sommes ceux qui peuvent même modifier la Constitution. Donc nous sommes l'organe qui attribue des compétences à la Cour constitutionnelle. Je fais remarquer aussi que notre Cour a pris une tendance dangereuse d'aller au-delà des textes qui lui attribuent compétences pour essayer par des techniques d'interprétation de résoudre des problèmes qui auraient dû trouver des solutions autrement. Et donc, j'ai rappelé à ce moment-là que plutôt que de débattre de cette question ici, puisqu'il y a un problème sérieux dans cet arrêt-là, que notre président, le président de notre Chambre, puisse saisir le président de la République pour que dans le cadre de la réunion interinstitutionnelle, on essaie de trouver solution à ce cas de jurisprudence qui est quand même, du point de vue des constitutionnalistes, fâcheux. Maintenant, au-delà de cela, j'ai proposé que, puisque je suis moi-même initiateur de 2 propositions de loi, l'une sur les conditions d'organisation du référendum et l'autre sur la modification de la loi organique de la Cour constitutionnelle, que nous puissions, dans ce cadre-là, préciser un certain nombre de choses pour que notre Cour constitutionnelle n'ait pas toujours tendance à aller au-delà des textes. Elle s'est donné le pouvoir de contrôler les actes juridictionnels, alors que telle n'est pas la lettre ni de la Constitution ni de la loi. Elle s'est déclarée régulatrice de la vie politique et des institutions, alors que d'après l'article 69 de notre Constitution, c'est le président de la République qui est l'arbitre et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Elle s'est référée pour cela au modèle béninois de justice constitutionnelle. C'est une fausse route parce qu'au Bénin, c'est dans la Constitution elle-même que la Cour... Parlons développement. 3 mois après le début des travaux au Bawili, le gouverneur Mike David a reçu les députés provinciaux sur les chantiers pour une visite guidée ce mercredi 21 mai 2025. Suivez. À Bouta, chef-lieu du Bawili, le chantier du tout premier bâtiment administratif du gouvernorat avance à grands pas. Lancé il y a seulement 3 mois, il représente une première depuis la création de la province. Mercredi 21 mai 2025, le gouverneur Mike David Mukeni a conduit les députés provinciaux sur les sites pour une visite guidée, leur donnant des explications techniques en qualité de maître d'ouvrage. Très satisfaits de l'évolution des travaux, les députés ont salué l'initiative et félicité l'autorité provinciale. Et ça sera historique parmi tous les gouverneurs qui se sont passés dans la province de Bazou. Il n'y a personne qui a laissé la trace comme l'excellence Mike Mukeni va laisser. À la fin de la visite, le président de l'Assemblée provinciale s'est exprimé devant la presse locale. Nous avons été invités par les gouverneurs des provinces pour venir visiter les grands chantiers qui vont parler de la province du Bas-Ouélé, c'est-à-dire la construction de la toute première infrastructure qui va abriter le gouvernorat de la province du Bas-Ouélé. Nous sommes tellement satisfaits parce que le travail a commencé il y a à peine 3 mois et avec les fonds propres de la province. Et aussi, on se rend compte que le travail évolue très bien. À noter que ce projet est entièrement financé par le gouvernement provincial du Bawili et s'étale sur une durée de 9 mois. Il s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un Congo fort, moderne et décentralisé. En clôture, lors de la cérémonie de présentation du livre d'analyse du MNS, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a livré un discours que je vous propose de suivre dans cet élément. Je voudrais insister sur la nécessité de l'importance de ce que nous sommes en train de faire tous. Nous tous, c'est-à-dire ceux qui ont pris l'initiative, ceux qui ont rédigé, nous qui y participons par rapport à notre présence, c'est-à-dire qu'on encourage cela. Nous participons à la nécessité qu'il y ait une mémoire sur tous ces faits. Et c'est la chose la plus importante. Il ne faudra pas qu'à un seul instant, tel que nous sommes, surtout nous, en tant que nation, la République démocratique du Congo, mais encore plus, toute l'humanité, la communauté internationale, nous puissions un seul instant admettre que ces faits macabres
passe à l'oubli. Et je crois que c'est cela l'importance et la nécessité de ces écrits. Ces faits ne doivent pas passer à l'oubli pour plusieurs raisons, mais il y a des raisons majeures. La première, c'est la justice. Il faudra qu'un jour, il y ait une justice. Et cette justice est nécessaire pour décourager le plus possible et davantage que ces faits se répètent. Aujourd'hui, au lendemain de la prise de nos deux grandes et belles villes, Goma et Bukavu, nous avons eu l'opportunité d'avoir une résolution des Nations Unies, qui est un acte très important où la communauté nationale a décidé de condamner. Condamner pour que ça ne se répète plus. Mais on ne doit pas oublier qu'on avait déjà eu avant cela des résolutions. Parce que c'est un cycle de trentenaire, de plus de 30 ans. On avait déjà eu des condamnations et on avait déjà eu des pactes signés dans des cadres régionaux, sous-régionaux et internationaux où nous étions convenus que plus jamais en République démocratique du Congo, on allait prendre les armes, on allait tuer des populations, on allait violenter des enfants, des femmes pour la prise du pouvoir. Et on s'est lancé dans un cycle démocratique d'élections. Il y a eu les premières en 2006 et par après en 2011, en 2018 et en 2023. Et à chaque fois, en tant que nation, nous nous sommes battus pour parfaire ce cycle électoral. On a même eu, avant tout cela, le dialogue intercongolais où nous avons, en tant que nation, consolidé un pacte républicain. Ce pacte-là nous a même, en tant que dans certaines de ces résolutions, institué des institutions d'appui à la démocratie pour consolider ces pactes, consolider la paix, consolider la démocratie. Mais malheureusement, on a encore des initiatives macabres qui nous ramènent plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, où aujourd'hui on a des territoires, des villes, des villages qui subissent la destruction. Parce que parmi nous, il y a des gens qui font fi à tous ces écrits, à toutes ces décisions prises collectivement, à toutes ces résolutions et à tous ces pactes. Donc nous avons cette obligation et ce devoir de documenter, d'écrire et de rappeler chaque jour et chaque instant que parmi nous, dans nos villages, dans nos villes, dans notre République, dans notre nation, il y a la souffrance et la désolation. Cette souffrance et cette désolation est le fait et l'action et les actes, les attitudes et l'idéologie de certains de nos compatriotes, mais aussi de certaines puissances étrangères qui occupent notre territoire. Voilà la symbolique et la nécessité de ces écrits. Je salue encore une fois et je félicite le MNS sous le leadership du professeur Toumbalwaba, toute l'équipe qui a fait ce travail. Félicitations. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.